vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la gare Saint-Lazare. Non pas pour prendre le train, mais pour se perdre dans ce coin de Paname qui est une destination à part entière. Quand on débarque ici, on est d'abord surpris, voire ébloui par le nombre incroyable de commerces, de galeries marchandes et par les grands magasins. J'aurais pu vous montrer ces temples du shopping, mais je préfère vous faire découvrir un visage caché du quartier. Premier arrêt, de l'autre côté des voies ferrées, dans le quartier des Luthiers de Paris. Allez, en selle pour un nouveau numéro de Paname. Bonjour Bruno, Bonjour Yvan. comment ça va? Pas Qu'est-ce trop. que vous faites là? Vous êtes en train d'opérer une vieille dame? Là, je suis en train de vérifier une âme sur un instrument ancien qui bouge. C'est quoi l'âme? C'est où? Ah, l'âme, c'est quelque chose d'essentiel dans l'instrument. Voilà. Un instrument, bon, c'est un corps, un gros corps, et il y a des parties qui se nomment. Les parties qui se nomment, on a la tête, Ouais, on a la pique, ce qu'on pourrait appeler le pied d'ailleurs, ouais. et puis on a un corps. On a un corps qui est constitué d'un estomac, une poitrine, et à l'intérieur de la poitrine et de l'estomac, il y a l'âme. Le mieux, c'est que je la sorte pour vous montrer à quoi ça ressemble. Montrez-moi. Donc l'instrument, rien n'est collé, hein, bien sûr, des fois on me demande, c'est collé, non, c'est pas collé. Évidemment, non, tout est démontable pour pouvoir revenir justement sur ce qu'on appelle le réglage. C'est une boutique un peu particulière, tu as ton magasin et l'atelier au même Voilà, endroit. ça c'était volontaire pour moi au départ de mettre vraiment au travail devant les gens. Et pouvoir travailler en direct, bon ben, parfois c'est un piège, mais en même temps, c'est totalement transparent. On apprend de petits outils traditionnels qui sont merveilleusement Oh là là. anciens et qui n'ont pas changé depuis 500 ans. C'est Donc ce qu'on torture, appelle ça. les pointes à âme. La pointe à âme, ben, on va chercher la La pointe. on va pointe à âme. Voilà, pourquoi? Parce qu'on va piquer l'âme. C'est ça, c'est un travail de matador. Donc là, je vais chercher mon âme, je la récupère. Et je crois qu'en fait, déjà, ma sensation à moi, je la trouve trop courte. Elle part trop facilement, elle tombe facilement. Donc en fait, ça prouve bien que j'ai bien raison de la sortir. On va vérifier. Et la sortir, c'est ça, c'est pas compliqué. Hop, on fait un petit peu de gymnastique et on la récupère par ici. Donc voilà, C'est juste ça. voilà, c'est un morceau d'épicéa, en fait, traditionnellement d'épicéa, même bas que la table. Et puis là, il faut que je prenne maintenant un petit peu de temps pour chercher un morceau de bois qui me plaît. Là, tu as une grosse réserve à... Là, j'ai une réserve, en fait, c'est mes vieilles âmes. Je ne jette pas grand-chose. Donc, je garde mes vieux bouts de bois. Pourquoi? Parce que, vous voyez, moi, j'aime bien tester mes énergies, quoi. Parce que chaque morceau de bois est différent. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Donc, on va partir là-dessus. Pourquoi ça vous plaît, ça? Parce que je trouve elle est assez... Voilà. Et c'est le même bois, pourtant. C'est le même bois, mais le même bois, c'est jamais le même. Hop, je prends mes lunettes. On va essayer d'enlever une petite pellicule de bois. Il faut que toutes les parties soient parfaitement en contact. Et là, on gagne des pourcentages, des... Vous êtes sûr que c'est droit, là? Ah, c'est pas droit, justement. Ah, faut que ça épouse vraiment la Ça forme. épouse la forme de la voûte. Donc, poitrine. on travaille à l'œil et au toucher. Et Bruno, comment on devient luthier de contrebasse? En ce qui me concerne, je suis tombé d'un arbre en fait. Je suis devenu menuisier ébéniste naturellement parce qu'étant tout petit, je jouais toujours dans le bois tous les jeudis à l'époque et mes vacances c'était dans la menuiserie. Et j'ai fait 10 ans d'ébénisterie et un jour, je suis parti de chez moi, j'en avais un peu marre de vivre en Bretagne, là où j'étais. Et j'ai trouvé un luthier qui m'a dit vous êtes ébéniste, je vous embauche en lutherie. Alors je suis un peu tombé des nues parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que je puisse faire des instruments de musique alors que je ne connais rien à la musique. Et je suis rentré petit à petit dans le sens de la lutherie, donc la matière vers le son. Voilà. Mais tu n'étais pas musicien, à la Au base. départ, non. Mais je pense qu'en même temps, on développe en faisant ce métier des qualités de sensibilité qui évidemment sont les qualités du musicien. Parce que je ne suis pas musicien, mais j'ai une âme de musicien, je vis en musicien, je partage ma vie avec les musiciens, donc je suis dans la musique. Mais je ne pratique pas l'instrument. On entend que cette basse tout de suite a un bon appui, c'est-à-dire ce que j'aime bien c'est la rondeur et l'appui. C'est-à-dire l'appui c'est le départ. Petit coup de fusil quoi, on appelle ça.
Mais en même temps, derrière le coup de fusil, il y a quelque chose qui tient. On travaille vraiment dans le confort, et le confort, souvent, c'est ce que je dis aux musiciens, le confort du réglage, c'est-à-dire la souplesse qu'on amène à notre réglage, tout ce sens qu'on donne à cette liaison entre tous ces cordes, le chevalet, la touche, tout ça. Plus l'instrument est libre, plus le musicien est libre. C'est ça le truc. Voilà, super, bien, on la sent libre. Là, c'est parfait. Yes. Ça suffit ou pas? Ah oui. L'âme est à sa place. Bah écoute, oui, franchement, on n'a pas fait grand-chose. La tête est ravie. Bah là, je sens qu'il est à l'aise, quoi. Vas-y, je sais pas, je t'en bats aussi. Frédéric! Oh là là, j'ai eu peur d'être en retard. Ah! Vous savez, les trains. Ah, Vous avez fait bon voyage? Ah oui, délicieux. Dites-moi Frédéric, Oui. toute l'histoire du train, elle a commencé ici, Ah bah oui, dans cette gare? oui, 1837, première ligne de chemin de fer entre Paris et Saint-Germain. Saint-Germain-en-Laye, hein. Alors vous imaginez, le trajet, c'est quand même très court, mais voilà, il faut emporter des passagers. Comment est-ce qu'on monte? Il n'y a pas de gare, il n'y a pas de bâtiment, il y a un embarcadère. Et là, alors là, ça va s'agrandir. Alors, cette gare telle qu'on la connaît aujourd'hui, Oui. elle date de quelle époque? Alors, en fait, elle a commencé à être construite pour l'exposition universelle de 1889. Centenaire de la prise de la Bastille, enfin centenaire de la Révolution. Donc on veut faire un grand truc. Du coup, c'est la construction de la Tour Eiffel, une exposition universelle incroyable, et on refait cette gare. Parce qu'il y a là plusieurs lignes. Des lignes qui vont vers Cherbourg, vers Le Havre, des lignes qui vont vers Rouen. Qui dit Cherbourg, Le Havre, ça veut dire des paquebots qui arrivent aussi. Donc ce sont des Anglais, des Américains qui débarquent dans ces ports et qui vont être emmenés jusqu'à Paris par les trains qui arrivent gare Saint-Lazare, qui fait de cette gare la première en Europe dès la fin du 19e Ah, siècle. déjà à l'époque? Ah oui, Parce ouais. qu'aujourd'hui, c'est encore la première en Europe. Toujours, surtout grâce aux trains de banlieue aujourd'hui. Alors, cette gare, elle a vraiment développé tout le quartier. Ah ben oui. Alors d'abord, on a eu cet hôtel juste derrière nous, là, le grand hôtel Terminus. Terminus, qui était là justement parce qu'on était au bout de la ligne et qui était réservé ou destiné au moment il a été construit pour l'exposition universelle aussi, hein, donc pour accueillir les touristes anglais. Et ils arrivent par cette passerelle, ils traversent et ils atteignent cet hôtel et ils peuvent venir visiter l'exposition universelle. Près de 2 millions d'entrées quand même. Donc Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, c'était une clientèle anglo-saxonne, les Anglais, les Américains? Oui, puis un CUP en plus, hein, qui pouvait dépenser. Donc si on pouvait dépenser, on a commencé à installer des commerces tout autour. Et d'où les grands magasins? Et voilà comment sont nés les grands magasins. Alors il y avait eu sur la rive gauche déjà le Bon Marché, et puis là on a commencé à construire les Galeries Lafayette, à concevoir les Galeries Lafayette, et au printemps, qui sont nés tout à côté d'ici, et qui ont prospéré évidemment grâce à cette clientèle arrivant par le train. Parce que le train apporte non seulement les clients, mais aussi les marchandises. Quoi de plus logique? Dites-moi là, il est l'heure, il faut qu'on Ah ben il faut que je reparte, moi j'ai encore mon j'ai train. ma balade à continuer. Bon bah Allez, à bientôt. allez. Ah, oh là, Allez, je allez. file. Entre la gare Saint-Lazare et les grands boulevards, encerclé par les grands magasins et les galeries marchandes, se trouve un temple du savoir, le lycée Condorcet. L'un des plus vieux de Paris et l'un des plus prestigieux. Un nombre impressionnant d'hommes et de femmes de lettres, de scientifiques et de politiques comme Jaurès, Pagnol, Mallarmé ou Gainsbourg ont étudié à Condorcet. Ah bah si vous pouvez me tenir la porte, c'est parfait. Je vais rentrer avec mon vélo. Merci. Bonjour Cécile. C'est super cool ici, on rentre comme dans un moulin. Comme dans un moulin, c'est la liberté, c'est l'autonomie qu'on a à Condorcet, donc voilà.
Comment ça, l'autonomie? C'est-à-dire qu'on nous donne des libertés, on rentre, on sort comme on veut, il faut juste respecter certaines règles de base et si on les respecte, on est libre et du moment qu'on ne transgresse pas ces règles, on peut un peu faire comme on veut. Voilà. Donc on peut rentrer, sortir, Voilà, c'est mais il faut être à l'heure. Mais il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure quand même le matin, sinon Madame la proviseure n'est pas très contente. C'est l'heure de la pause, on s'installe? C'est l'heure de la pause. Cécile, tu m'as parlé d'autonomie, ça veut dire qu'ici, l'élève est responsabilisé. Voilà, c'est ça. On nous donne aussi cette chance et je pense que c'est une spécialité de Condorcet de pouvoir s'exprimer comme on veut. Donc il y a les institutions lycéennes qui marchent très bien ici, donc le CVL, le Conseil de la vie lycéenne, qui est un élément moteur pour l'ensemble des autres lycées, par exemple. C'est pas du pipeau, ça? C'est pas du pipeau, c'est pas du pipeau. Ça passe par quoi, par exemple? Ça passe par plein de choses. Ça passe par des projets dans le cadre humanitaire. Par exemple, on fait des ventes de gâteaux, par exemple pour l'UNICEF. Des projets totalement écologiques, le remplacement des poubelles de Condorcet pour avoir du tri sélectif. Mise en place d'un tutorat pour que les plus âgés aident les plus jeunes, donc les secondes qui arrivent et qui ont besoin d'un peu d'une épaule pour s'appuyer. Ça passe par l'entraide, ça passe par le travail en communauté. Voilà, il y a plein de choses qui font que tout le monde se connaît et ce qui est agréable dans un petit lycée. Toi, t'avais envie de venir ici? Oui. C'était mon rêve quand je suis sortie de 3e. Voilà, j'avais bien travaillé pendant tout mon collège. J'avais vraiment envie de rentrer dans ce lycée. Pour plein de raisons différentes. Déjà parce que c'est une maison qui a vu passer des élèves illustres, des grands écrivains, Marcel Proust, des grands hommes politiques. Donc toi, tu veux marcher dans les pas de ces gens-là? Ouais, voilà, j'aimerais bien, ouais. Tu veux devenir célèbre? Pas forcément, mais me dire que ce sont des gens qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué la pensée, qui ont marqué la littérature, la musique. Je pense qu'il y a une continuité, que ça ne s'est pas arrêté, ça ne s'est pas arrêté à Marcel Proust. Ça a continué et j'aimerais envie aussi de faire partie de ça et de vivre ça aussi. Et puis, tu as participé à un projet qui te tient à cœur, qui est terminé? Voilà, tout à fait. Donc, on va aller le voir, ce projet? Ouais, le projet de recentrage. C'est là-bas, c'est par la cour du cloître, dans la salle Proust. Je te suis? Allez, c'est parti. Cécile, explique-moi, qu'est-ce qu'on fait au pied de ce monument aux morts? Alors là, on est devant le monument aux morts qui vient d'être restauré par le lycée Condorcet et ses lycéens. Moi, je me suis occupée de faire des groupes d'élèves pour venir apprendre en fait à rechantir, voilà. Oui, parce que vous avez appris la technique. Voilà, on a appris la technique, on avait un jeune graveur, oui, c'est une technique assez particulière. Donc, d'abord, on nettoie les lettres, voilà. Ensuite, on passe une sous-couche, une sorte de pâte, et ensuite, on applique des feuilles d'or. Et ça doit être assez émouvant quand même de oui, restaurer parce qu'en fait, quand on est penché sur le nom qu'on est en train de faire, on prend conscience en fait qu'on est en train de redorer la mémoire d'une personne. C'est pas juste un nom, c'était un élève d'ici, des élèves ou des professeurs d'ailleurs, qui sont morts pour la patrie. Et en fait, je pense que voilà, quand on se décolle de son prénom, qu'on se recule et qu'on voit voilà, tout le monument aux morts refait à neuf, je pense qu'on prend vraiment conscience déjà du nombre des prénoms, des noms qui sont inscrits et de l'importance que ça a. Il ne faut pas perdre cette trace de mémoire. Alors, ce lycée a été créé par Napoléon. Le lycée est créé sous le consulat par celui qu'on appelle encore Bonaparte et qui sera bientôt Napoléon, effectivement, et il ouvre ses portes en 1803. Et alors, qui était Condorcet et à partir de quand on l'a nommé Condorcet? Alors, Condorcet est un très grand mathématicien du XVIIIe siècle, un mathématicien et philosophe, un des premiers partisans de l'égalité entre les hommes et les femmes, les blancs et les noirs, un des premiers républicains aussi, puisqu'il est républicain dès 1791, et il est devenu définitivement le lycée Condorcet en 1883. Mais c'était un enjeu politique. C'est un enjeu politique. Il a fallu que Jules Ferry bataille personnellement pour qu'on puisse donner le nom d'un athée déclaré à un établissement d'enseignement.
Nous sommes très attachés encore aujourd'hui à la figure de Condorcet, c'est absolument sûr. Et même les élèves. Les élèves sont tout à fait conscients, ils savent qui était Condorcet et ils l'aiment beaucoup et ils sont très fiers d'être dans un lycée qui porte son nom. Ce qui est très surprenant dans ce lycée, c'est que c'est vraiment un temple du savoir qui est enserré dans le temple des marchands. Au XIXe siècle, c'est le lycée de la bourgeoisie de la rive droite. Et il se trouve que parmi les parents d'élèves, il y a un certain nombre de banquiers, de financiers de la chaussée d'Antin. Ça a été le lycée des Rothschild, par exemple, pendant très longtemps. C'est un lieu où des enfants issus d'une bourgeoisie souvent financière se sont adonnés à des activités intellectuelles. Et on peut penser d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux sont devenus des intellectuels, des universitaires, des penseurs. Une sorte de révolte contre les parents? Peut-être. Alors, il y a eu des écrivains, Oui. il y a eu des hommes politiques, il y a eu des Dreyfusards. Il y a eu beaucoup de Dreyfusards parce que c'est un lycée où la minorité juive et la minorité protestante étaient très surreprésentées. La Ligue des droits de l'homme qui est issue de l'affaire Dreyfus a été présidée par 3 anciens élèves du lycée. Et parmi les jeunes générations, on trouve un certain nombre d'écrivains. Le Grand Prix de l'Académie française est allé l'année dernière à un de nos anciens élèves, Adrien Bosc, pour son roman Constellation. Bonjour Yvan. Bonjour Marc-Antoine, comment tu vas? Très bien et toi? Dis donc, c'est pas banal, hein. Faut te trouver ici, toi. Hein. Pourquoi tu t'es installé dans cette rue qui est connue quand même plutôt pour ses sex shops? Et c'est chinois maintenant? Voilà, alors moi j'ai eu un petit coup de cœur pour cette boutique parce que j'étais à l'époque à la recherche d'une boutique à New York où les créateurs investissent des lieux qui sont plutôt dans des rues hors de l'ordinaire, un peu hors des sentiers battus. Et quand un ami m'a dit, voilà, regarde la rue de Budapest, je ne sais pas si tu la connais, c'est une ancienne rue à putes. Maintenant, ça reste en plein cœur du 9e, ça bouge, ça change. Est-ce que tu as envie de t'installer là-bas? Et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cet ancien sex shop. Ah si, c'était un sex shop? C'était un sex shop ici, en fait, ici. Parce que toi, tu es tailleur très très haut de gamme, tu fais des costumes de vraiment de grand luxe. Tu aurais pu t'installer à avenue Montaigne. Mais oui, j'aurais pu m'installer à avenue Montaigne, encore aurait-il fallu que j'ai eu l'envie de me dire je suis comme les autres et je fais la même chose que les autres. Quand j'ai arrêté la haute couture dans ces quartiers-là, j'avais l'envie de me dire je vais le faire pour l'homme et à ma façon et je voulais quelque chose de convivial, je voulais pas quelque chose avec 2 gorilles devant la porte. Alors tu accueilles les gens ici, comment ça se passe tes clients? Alors je les accueille ici, que ce soit mes clients couture ou que ce soit des clients qui viennent chercher un bracelet ou une cravate ou des choses comme ça. Et puis après, quand c'est pour prendre des mesures, je les invite à passer au salon. Toi, ce métier, tu l'as appris comment? Alors, le métier pour l'homme, je l'ai appris après sur le tard, mais à la base, avec une mère couturière, j'ai appris à coudre très tôt. Et après mes études, j'ai intégré la maison de couture Dominique Sirot, avec qui j'ai vraiment appris les tenants et aboutissants de la couture et comment ça fonctionnait. Puis après, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Paul Gaultier chez Hermès. Et je me suis dit, mais vraiment, souvenir de haute couture, pourquoi ça n'existe pas pour l'homme et pourquoi on ne peut pas faire le même service pour l'homme? Dans le commerce, on trouve quasiment que du prêt-à-porter, du costume classique. Aujourd'hui, je fais du costume classique, mais pas que du costume classique. Ça, c'est une création, c'est un smoking qui est gris anthracite, complètement rebrodé, qui s'inspire du travail de l'écorché de Léonard de Vinci. Donc, comme si on avait repris les muscles, ici, les tendons. D'accord. Ici, on a les tendons en strass. Ça, c'est pour les marches de Cannes, ça? Ça, c'est pour le showbiz, non? C'est exactement ça. Si on peut repérer ma signature sur un costume, c'est vraiment une épaule particulière, une petite signature sur l'épaule, et après tout ça va découler depuis l'épaule. Un costume, je le fais vraiment de manière traditionnelle, et un tailleur traditionnel dira vraiment qu'un costume, il s'appuie sur l'épaule, et puis après, peu importe, s'il est bien appuyé sur l'épaule, il va bien tomber. Ça met combien de temps pour avoir un costume? Alors un costume, on va dire au moins 2 mois. Entre la prise de mesure, les essayages et le rendu final, on va compter 2 mois pour un costume. Et combien d'essayages?
3 essayages. Ah, ça se mérite quand même. Ça se mérite. Et ça vaut combien? 3 600 €. À partir de 3 600 €, après, ça va dépendre des tissus. Minimum? Minimum. Et maximum? Beaucoup. T'habilles tout le monde? Des petits, des grands, des gros, des moyens? Voilà, les petits, les gros. C'est plus facile d'habiller quelqu'un qui a du volume que d'habiller quelqu'un qui n'en a pas. Mais j'habille aussi le vide. Parfois des gens trop maigres qui ont beaucoup de mal à s'habiller, pour qui on va parfois tricher un petit peu dans le costume pour pouvoir les habiller. Donc ça va être facile pour moi. Pour toi, ça va être plus facile. Je sais pas comment je dois le prendre. En tout cas, merci. De Ça rien. a fait plein de choses. C'est quoi ça? Ça, c'est une petite cape en renard. Et ça se porte comment? Et alors, ça se porte, je vais te montrer, ça se porte juste comme ça. À bientôt, Yvan, de rien. Pour terminer cette balade du côté de Saint-Lazare, je tenais à vous faire découvrir un des plus beaux monuments du quartier. Le Grand Hôtel Terminus, un ancien palace construit pour accueillir les visiteurs anglo-saxons de l'exposition universelle. Il a été réalisé en un temps record, à peine 15 mois. Comble du luxe pour l'époque, il était équipé de l'électricité et du téléphone. On disait alors que sa visite justifiait à elle seule un déplacement à Paris. Bonjour, je vous le confie, merci. Allez-y. J'ai rendez-vous avec Pierre. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir, bienvenue à l'hôtel, Merci. bienvenue au bar du Grand Salon. Waouh, j'adore. Bonne dégustation, Merci Pierre. je vous en prie. Ah, bah vous arrivez au bon moment, vous. Bonjour. Bonsoir Stéphane. Comment allez-vous? Très bien. Vous vous rendez compte, je suis en train de boire un cocktail qui date de l'époque de la construction de la gare. Ah bah je ne suis pas De étonné. la gare, de l'hôtel. De l'hôtel? Je ne suis pas C'est à peu étonné. près la même histoire, la gare. Oui, elle est liée bien sûr. On parle de ce qui était le Grand Hôtel Terminus, qui est postérieur à la construction de la gare. En revanche, on parle du même architecte, Juste Lich, qui était le grand architecte de la gare Saint-Lazare. 15 mois de travaux, record pour l'époque. On inaugure et on ouvre l'hôtel le 7 mai 1889. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un passage entre la gare et l'hôtel. Oui, tout Il y a à le pont fait. des Soupirs, là, derrière. Tout à fait. Alors, pas le pont des Soupirs, on parle de la passerelle de l'impératrice. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un palace. On parle d'un vrai palace sur le modèle des grands hôtels terminus qui existaient déjà en Espagne et en Angleterre, à Londres. Et l'idée, c'était effectivement que les voyageurs puissent rejoindre directement leur hôtel depuis la gare, d'où la construction et l'idée de cette passerelle. Donc, on pouvait sortir en chaussons de son train. Absolument, on allait chercher à l'époque les voyageurs directement à la descente du train. Le voyageur, lui, restait en chaussons et rejoignait sa chambre directement en transitant par la passerelle. Stéphane, cette passerelle, vous l'avez connue alors qu'elle servait à autre chose que d'être une passerelle. Oui, tout à fait. À l'époque, j'avais 7-8 ans et régulièrement, je fréquentais le quartier avec maman et ma grand-mère. Et j'ai réalisé qu'elle m'emmenait très régulièrement en fait, prendre le thé sur cette passerelle. Et C'était un salon de thé. Et ça a été un salon de thé à un certain moment, oui. Et j'ai en mémoire ces souvenirs de nappage blanc, d'argenterie, de porcelaine fine. Ça a toujours été chic. Ça a toujours été chic de toute façon, sans aucun doute. En revanche, cette pièce-là, elle était entièrement restaurée à l'identique. Cette pièce-là a été entièrement restaurée à l'identique. On a des fresques qui sont originales, qui sont des fresques de Charles Lamer, qui n'ont pas été repeintes, qui ont été rénovées, comme dans les grands musées ou nationaux. L'espace est resté fermé 4 mois et tout a été entièrement rénové à l'identique. Voilà, Les lustres sont d'époque. luminaires, bien sûr, les lustres ont 126 ans d'histoire. Ils ont été entièrement démontés comme un mécano pour refaire tous les circuits électriques et les remettre à neuf et rénover également toutes les pampilles. Qu'est-ce que vous avez pris comme cocktail, vous? Un cocktail à base de champagne, me semble-t-il. Ouais, moi, j'ai déjà oublié le nom. Le Golden Black Blazer. Est-ce qu'on doit Retenez le traquer blazer. ensemble? Alors, on va traquer ensemble. Avec grand plaisir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Merci Stéphane. Yvan, vous êtes le bienvenu à tout moment de la journée et je dirais presque C'est de la noté. nuit.